Wouhou! Hey! Hey, hey, hey! J29! Wouhou! J29! Yeah! Wouhou! Merci les voisins! Wouhou! J29, on est quasiment au mois. C'est dingue, ça nous fait un mois de confinement, un mois presque. Je vois mes voisins tous les jours, même si c'est de loin, je les entends, je les ressens. Grâce à eux, je suis là au taquet tous les jours, c'est mon rendez-vous. Wouhou! Wouhou! Yes! Wouhou! 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 À demain! Alright! Juste fermer la fenêtre. Ouais, on est confiné now! Mais pas pour toujours, parce qu'on va sortir d'ici. On s'est plutôt bien marré en tant qu'espèce, et maintenant, là où on est, c'est parce qu'on a fait ces choses qu'on a fait. Donc, ce dont je veux vous parler est déjà... Bienvenue, mes chers amis, ma chère famille, pour un nouvel épisode de Pas Confiné. Parce qu'on est confiné, mais aucune raison d'être con. Il faut qu'on profite de chaque instant de cette opportunité qu'on a d'être ici pour préparer l'après-confinement et pas retomber dans la confinitude qui est finalement ce qui nous a amenés ici. Donc, ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est tout simplement du changement. Le changement, c'est inhérent à la vie. La vie est faite de cycles. On est actuellement au printemps, dont on peut bien évidemment pas profiter comme il se devrait. Mais c'est quand même le printemps, et après le printemps, il y a l'été, après l'été, il y a l'automne, et revient à nouveau l'hiver, donc c'est une affaire de cycle, c'est la vie, il y a 24 heures, ça tourne, il y a le soleil autour duquel on tourne, la lune qui tourne autour de nous, tout est fait de cycles, et ces cycles sont marqués par le changement. Donc nous, dans notre vie aussi, on fait l'expérience du changement au quotidien, que ce soit moi qui change de tronche, quand on verra là, si je fais la vidéo du premier jour et la vidéo d'aujourd'hui, même si c'est léger, mais j'ai quand même une tronche différente, même mes idées, elles changent, tout change. En fait, tout ce que j'appelle moi change. La seule chose qui ne change pas, c'est le changement. Je vous ai parlé J18, j'adore ce J18, si vous ne l'avez pas encore vu, regardez-le, c'était un épisode de Pas Confiné super chouette. Le J18, je vous avais parlé de l'importance de la PSQ, et je vous avais parlé notamment de cette technique de méditation qui s'appelle Vipassana. Il y a 3 concepts fondamentaux. Le premier, c'est Anicca, qui veut dire le changement. Le deuxième, c'est Anatta, qui veut dire le non-soi, le egolessness, comme on dit en anglais, qu'il n'y a pas de matérialité finalement à ce que j'appelle moi. Et le dernier, c'est Dukkha, la souffrance. Ces 3 concepts-là, et donc le premier, Anicca, c'est le plus important, parce que si on fait l'expérience d'Anicca, si on fait l'expérience du changement en soi même, les deux autres arrivent naturellement. Parce qu'on réalise que finalement, quand je m'attache à quelque chose qui est transitoire, c'est-à-dire ce corps ou les manifestations dans ce corps, je vais forcément souffrir. Et quand je vois qu'il n'y a rien sur lequel je puisse poser mon attention, que ce soit au niveau des contenus mentaux, au niveau des sensations physiques, ou au niveau du mental en tant que concept, ou au niveau du corps en tant que concept aussi, en tant que chose que je peux appréhender, quand je vois qu'il n'y a rien qui finalement reste, et ben là, je réalise en fait que lorsque je m'y attache, je souffre, et que finalement, il n'y a aucune substance à ces concepts-là, ce n'est que du changement. Donc aujourd'hui, le changement est plus que jamais maintenant, et indépendamment de toute considération politique, c'est pas parce qu'un homme politique l'a dit un jour, non, le changement c'est absolument maintenant. On a entre nos mains actuellement la possibilité de sortir d'un problème, le problème qui nous a amenés dans ce trou dans lequel on est. Le problème avec cette intention de sortir du problème, c'est que si on utilise le problème pour sortir du problème, on va pas s'en sortir, si vous voyez ce que je veux dire. On est en fait dans une situation où aujourd'hui, les gouvernements, les entreprises, les gens attendent de revenir à la normale.
Je ne sais pas si vous avez entendu parler de, je sais pas qui, là, du gouvernement, de la majorité, qui disait « Ouais, il va peut-être falloir travailler un peu plus hein, pour rattraper la perte de croissance économique. » Non mais sérieux, mais les gars, c'est pas possible de faire des propositions comme ça. Comment est-ce qu'on va travailler plus pour rattraper la croissance? Écoutez, croissance, ouais Déborah, c'est à mourir de rire. Croissance, non mais sincèrement, est-ce que les gars, ils ont réalisé ce que ça veut dire croissance? Ça veut pas juste dire croître comme ça, parce que les arbres ne croissent pas, je sais même pas comment ça se dit au pluriel, ne croissent pas jusqu'au ciel. Il y a un moment où ça s'arrête, il y a des cycles, comme je vous le disais, tout change. Croissance, faire croître le sens. Mais quel sens on est en train de donner à notre monde? Quel sens on a donné à notre monde? C'est ça qu'on doit faire croître, le sens. Or, si on nous dit « ouais, il va falloir travailler plus pour rattraper le retard économique », en fait, on retombe dans le même problème. Le but n'est pas de développer l'économie, le but n'est pas de développer l'industrie, le but est que on soit bien, le bien-être. C'est ça notre intérêt. C'est pas qu'il y ait une économie ultra florissante, comme je vous le disais il y a 2 jours, je vous parlais du meilleur. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui d'être le meilleur? Ça veut plus rien dire. Il y a autant de meilleurs, de gens qui sont dans la meilleure nation du monde. Il y a plus d'ailleurs qui meurent là-bas que ailleurs. Enfin, bref. Regardez l'épisode d'avant-hier, je crois que c'était avant-hier, du meilleur. On peut pas trouver en fait la solution dans le problème. Il y a ce concept d'un philosophe, économiste biélorusse qui s'appelle Evgeny Morozov, qui a parlé du solutionnisme. Le solutionnisme comme étant une manière de s'appuyer sur la technologie, sur la technocratie plutôt, c'est-à-dire sur le pouvoir de la technologie, pour trouver des solutions. C'est-à-dire que si j'arrive pas à me lever à 6h du matin, je vais acheter un réveil qui va me réveiller à 6h du matin. Si j'arrive pas à me brosser les dents comme il faut, je vais acheter une brosse à dents qui va me les brosser comme il faut. Si j'arrive pas à faire du sport, je vais acheter une machine qui va me permettre de faire du sport. En tout cas, on trouve des solutions à nos problèmes par la technologie. Je n'ai rien contre, je suis le premier à adorer les jeux technologiques avec lesquels on communique, avec lesquels on s'amuse, avec lesquels on voyage, c'est merveilleux, c'est remarquable. Mais lorsqu'on pense tout notre monde au travers de ce prisme de la technologie qui va être la solution à tous nos problèmes, on court droit dans le mur. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ce dont on a besoin, ce n'est pas plus de technologie, c'est plus de sobriété, plus de lucidité, plus de clairvoyance, plus d'esprit éclairé. On a besoin de plus de gens qui aient un esprit éclairé. Exactement, Déborah, ce ne sont que des béquilles, ce sont des petits pansements qu'on cherche à nous faire croire que ça va être la solution. Bon, évidemment, les gens qui sont en train de souffrir du coronavirus directement, évidemment, on doit trouver des solutions immédiates. Mais se dire que travailler comme ça dans l'urgence pour tout, c'est-à-dire trouver juste des pansements à force de mesures, de réformes économiques, nanana, ça ne solutionne pas le problème. Le problème, en fait, c'est que ce suivisme technique dans lequel on est engagé depuis le début du XXe siècle, où les technologies s'enchaînent et les nouvelles générations de technologies, de solutions qui sont lancées par les entreprises, etc., sont adoptées par les consommateurs. Les politiques, généralement, sont toujours en retard sur l'innovation technologique, et donc ils doivent rattraper, comme aujourd'hui on adopte tout plein de mesures pour faire face à la montée de la liberté d'expression. Je vous parlais hier de ça, de comment ils essaient de museler un petit peu la liberté d'expression. On doit trouver tout plein de mesures réglementaires pour compenser une politique qui n'est pas aussi rapide que l'avancée de la technologie. Donc ce suivisme technologique dans lequel on a auquel on a été habitué, que voilà, hier je vous parlais également de la 5G, 1G, 3G, 2G, 3G, etc. Pourquoi vouloir aller plus loin au niveau technologique? C'est peut-être ça la question qu'on doit se poser. Il y a un scientifique, un astrophysicien, un philosophe même, c'est vraiment un vrai philosophe des sciences que j'admire, que j'aime énormément, je vous ai déjà parlé de lui, il s'appelle Aurélien Barraud. Hier, je vous parlais donc du risque, du lien qu'il pourrait y avoir entre le réseau 5G et le coronavirus. Pour lui, a priori, il n'y a pas forcément de risque sanitaire avéré. Et c'est vrai, il n'y a pas forcément de risque sanitaire qui a été absolument prouvé. Ceci dit,
quand on cherche, on trouve, mais lorsqu'on empêche les chercheurs, les scientifiques de chercher parce qu'on ne leur accorde pas les moyens, parce que voilà, la science est directement inféodée au service de l'industrie. Donc l'industrie, ce sont tous les lobbies, etc., qui vont accorder l'argent à tel ou à tel projet, à tel ou à tel domaine. Donc, si on cherche, on trouve peut-être. Mais comme on ne cherche pas forcément, on va pas forcément trouver. En tout cas, Aurélien Barraud, voilà sa position. C'est que, et je vous mettrai bien évidemment le lien dans la description vers cette vidéo-là, c'est que peut-être qu'il n'y a pas de risque sanitaire avéré, mais est-ce qu'on a besoin de la 5G? C'est ça la question qu'on doit se poser. Parce que la 5G va représenter un coût énergétique et donc écologique qui est plutôt considérable. C'est-à-dire que pour avoir un débit plus élevé, pour avoir de l'internet un peu plus dans un peu plus d'endroits, et j'adore l'internet, hein, ceci dit, vraiment c'est grâce à l'internet qu'on communique, etc. Est-ce que multiplier par 5 la facture énergétique, est-ce que c'est quelque chose de sage à adopter comme solution en tant qu'espèce? Est-ce que c'est sage de se dire, pour avoir plus d'internet à des débits beaucoup plus élevés, qui vont peut-être servir à ce que les gens jouent plus à des jeux en ligne, ou bien postent des vidéos stupides sur TikTok, etc. Enfin, j'ai rien, on s'amuse, c'est génial, mais on le fait déjà, on a déjà ce qu'il faut pour s'amuser comme ça. Est-ce qu'on a vraiment besoin de se dire, on va mettre en place un réseau 5G qui va consommer plus? Ce n'est pas forcément juste pour tout le monde. Comme Déborah, tu le remarques très justement, pour les particuliers, il y a peu d'intérêt. Pour les entreprises, drones, armement, c'est intéressant. Et c'est exactement le point auquel on doit arriver. Ça sert les intérêts de qui, tout ça? C'est ça la question qu'on doit se poser. Parce que la plupart, et c'est le cas de le dire, la plupart des technologies qui sont devenues grand public étaient à la base des technologies qui ont été développées par ou pour l'armée. L'Internet étant le premier, l'électricité également. L'électricité qui d'ailleurs aujourd'hui est tellement omniprésente dans nos vies qu'on ne peut même pas s'imaginer un monde sans électricité. Il y a un excellent livre que je n'ai pas encore lu malheureusement, mais j'ai lu quelques... Ah, ça c'est notre tagine qui vient je vous le montrerai à la fin, qui vient de finir de cuire parce que Mariana remange à nouveau. Elle faisait un jeûne de 6 jours, puis maintenant elle remange à nouveau. Donc aujourd'hui elle nous a cuisiné un tagine, c'est merveilleux. Fin de la parenthèse culinaire. Donc est-ce que on a besoin de tout cela? Je ne sais pas, mais on est tellement habitué à notre mode de vie, à l'électricité, etc., que c'est dur à remettre en question, mais on a déjà une certaine base qui nous permet de pouvoir évoluer vers plus de conscience, vers plus de justesse. C'est-à-dire que le confort qu'on a est déjà une excellente base. Pourquoi vouloir aller plus loin? Donc ça sert effectivement certains intérêts, et il y a ce bouquin qui s'appelle The Invisible Rainbow de Arthur Fistenberg, qui est actuellement en rupture de stock sur Amazon, que je n'ai pas réussi à avoir, mais j'ai lu quelques critiques au sujet de ce livre, et ça parle de l'électricité depuis les débuts jusqu'à aujourd'hui, et quelles sont les implications, non seulement sanitaires, mais également écologiques, et bon, tu te tais le four? Hop, merci. mais également psychologique pour nous, parce que tout ça c'est des ondes, même si ce sont des radiations à un niveau très 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 faible, on est également nous de la vibration. Je suis bien placé pour le savoir avec mon métier de tramicien. C'est basé sur la vibration du corps humain. Donc Aurélien Barraud pose la question très pertinente de se dire, est-ce qu'on a besoin de ça? Et c'est franchement la meilleure question qu'on puisse se poser. Parce que ça sert les intérêts de qui, tout ça? Le fait de se dire, on va trouver des solutions de réforme économique, on va relancer tel ou tel pan de l'économie, on va développer telle technologie. Ça sert les intérêts de qui? Hier, je vous parlais donc de cette théorie du complot, etc., qui est un petit peu, évidemment, très... Je veux dire, c'est à prendre avec des pincettes, mais il n'y a pas de fumée sans feu. Et il faut user de notre esprit critique pour aller dans la bonne direction, du bon changement, celui auquel on aspire profondément, pas celui qui va servir des intérêts qui répondent à un agenda du contrôle. Et ce dont je vais vous parler aujourd'hui, et ça m'a ébullitionné le cerveau encore une fois, c'est Bill Gates. Today, the greatest risk of global catastrophe doesn't look like this. Instead, it looks like this. If we start now, we can be ready
for the next epidemic. Thank you. On connaît tous Bill Gates, c'est un homme d'affaires, un développeur, un génie et également un philanthrope. Depuis le début des années 2000, après avoir quitté Microsoft, il a lancé avec sa femme la Bill et Melinda Gates Foundation. Et cette fondation a pour mission d'aider les peuples dans le monde qui sont défavorisés, notamment l'Afrique. Figurez-vous que la Bill et Melinda Gates Foundation a plus de moyens financiers que 48 des 51, je crois, pays africains. Vous vous rendez compte du pouvoir d'une organisation privée, n'est-ce pas, qui n'a rien de gouvernemental. C'est une ONG, une organisation non gouvernementale, avec à sa tête quelqu'un qui n'a pas forcément été élu, qui a plus de pouvoir financier que des pays africains. Vous avez certainement entendu parler du vaccin qui voulait être testé en Afrique, et qui du coup a fait parler de ça, de Bill Gates, qui est derrière les vaccins, qui est derrière je crois une vingtaine d'instituts de recherche qui sont dans la recherche actuellement d'un vaccin contre le coronavirus, de ses liens avec l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Je vous mets une vidéo également en lien sur comment est-ce que Bill Gates finalement est peut-être la plus grande arnaque en termes de ce qu'ils appellent dans la vidéo le philanthrocapitalisme, où il fait croire par ce positionnement de philanthrope que en fait il donne, il aide, mais en fait il a développé immensément sa fortune depuis qu'il a quitté Microsoft. Il est passé d'une quarantaine de milliards, je crois, ou une cinquantaine de milliards, à plus de 90 milliards de dollars de fortune. Donc quelqu'un qui est philanthrope, il est censé donner, n'est-ce pas? Mais si en donnant je reçois, pourquoi pas? C'est le capitalisme à la philanthropie. Comme on a eu le capitalisme à l'américaine, on a eu le capitalisme à la chinoise, maintenant on a le capitalisme à la philanthropie. Bon, ça fait quelques années que ça dure déjà, et comme le fait remarquer Déborah, il est effectivement également dans les banques de données des graines, des semences, et qu'il a des liens très intimes avec Monsanto. Monsanto qui est donc l'entreprise qui est à la source de de l'extermination d'une immense partie de la biodiversité. Enfin voilà, c'est un autre sujet, je ne vais pas en parler. Mais oui, il a des liens avec l'OMS, il a des liens avec l'OMC, il a des liens avec tout le pouvoir en fait. Ça, lui et sa fondation. Donc ce n'est évidemment pas le seul. Il y a un autre individu qui est extrêmement technocrate, et d'ailleurs son grand-père était le président, je crois, d'un mouvement politique qui s'appelait le mouvement technocrate au Canada, au début du siècle, au début du XXe siècle. Et cette personne, c'est Elon Musk. Elon Musk, le bonhomme qui est derrière Tesla, le bonhomme qui est derrière SpaceX, le bonhomme qui est derrière j'ai oublié le nom du tunnel là, qui va de New York, je crois, à Washington, enfin, et j'ai un ami qui travaille pour lui, j'ai juste oublié le nom. Donc Elon Musk, finalement, est le petit-fils d'un technocrate. Un technocrate, c'est quelqu'un qui qui veut que le pouvoir revienne à la technologie, aux ingénieurs. Je n'ai rien contre la technologie, j'adore la technologie, salut maman, j'adore la technologie, mais pourquoi remettre le pouvoir entre les mains de ceux qui y ont accès, en tout cas de ceux qui la maîtrisent. Aujourd'hui, on est à la merci des hackers, on est à la merci de tous les experts dans leur domaine, de la crypto-monnaie, de la crypto-sécurité, de l'intelligence artificielle, enfin, on est à la merci de tous ces gens qui ont entre leurs mains des joujoux qui leur permettent potentiellement d'asservir l'humanité. Et c'est un petit peu certainement ce qui nous est arrivé et qui doit changer, c'est ça qui est fondamental, c'est qu'on a accordé le pouvoir à tout plein de gens peut-être bien intentionnés, qui à la base avaient peut-être des bonnes, excellentes intentions, mais des meilleures intentions peuvent provenir les pires actions. Et ça, c'est fondamental pour notre avenir. Se dire que la morale de ce qui est bien, de ce qui est mal, importe peu. Ce qui importe, c'est l'éthique. L'éthique, c'est faire ce qui est juste. Donc nous dire, ouais, c'est bien que tout le monde ait accès à l'Internet, ou bien c'est bien qu'on ait tous accès à la santé à distance. Je n'ai rien contre tout ça, mais il faut voir les implications que ça a. Parce que
créer des nouveaux joujoux. Comme ce programme-là de SpaceX, donc la boîte de Elon Musk, qui s'appelle Starlink. Starlink, c'est un projet qui se développe en parallèle de la 5G, donc dont je vous ai parlé hier, dont je vous ai retouché un petit mot aujourd'hui, et c'est un projet pour diffuser l'Internet partout dans le monde. Évidemment, c'est un projet commercial qui n'est pas forcément considéré comme rentable, mais qui va quand même être mené à son terme, a priori, même actuellement, pendant la période de confinement, il continue à envoyer des satellites en ligne. Donc, ce projet Starlink, c'est des satellites en orbite basse, en orbite faible, j'ai oublié comment on dit, qui en fait gravitent autour de la Terre. Et je pense qu'à terme, ils en ont plusieurs dizaines de milliers, je crois 40 000, je ne veux pas trop m'avancer sur le chiffre, mais plusieurs dizaines de milliers de satellites qui sont prévus, une quarantaine de milliers au total, alors qu'actuellement il y en a à peine 2600 des satellites autour de la Terre. Ces satellites-là, qui sont en train de lancer pour faire ce réseau Internet mondial, et se voit en fait, on peut le voir. Il y a déjà plusieurs vidéos, des images de gens, des particuliers comme moi, comme vous, qui prennent leur smartphone et qui peuvent voir en fait dans la nuit des sillages comme ça de plusieurs satellites qui sont donc lumineux et plus lumineux en fait que la plupart des étoiles, et donc on les voit. Et les astronomes actuellement, même la NASA se plaignent, Aurélien Barraud se plaignent, constate qu'ils voient moins bien le ciel, ils voient moins bien les étoiles, ils voient moins bien tout. Donc déjà qu'on avait de la pollution lumineuse à foison, les gens dorment de moins en moins bien parce qu'il y a trop de luminosité, la lumière bleue, tous ces trucs-là qui nous assaillissent. Là en plus on va avoir des astres permanents dans le ciel. Pourquoi ? Pour servir une ambition qui est ce qu'elle est. Je ne sais pas ce qu'elle est, mais c'est une ambition qui est basée sur l'avidité. L'avidité de plus. C'est toujours c'est une course effrénée vers le fait de remplir un puits sans fond. Ça ne pourra jamais être satisfait. Donc, il faut se demander, ça sert les intérêts de qui ? Et il n'y a pas que Elon Musk, il y a également Richard Branson, le super milliardaire british avec sa boîte OneWeb. Il y a également Jeff Bezos, le super milliardaire également d'Amazon, qui est d'ailleurs actuellement l'homme le plus riche du monde, avec Amazon. Donc, il y a tous ces gens qui sont en train de lancer des satellites en orbite basse autour de la Terre pour diffuser l'Internet. Alors, la question qui se pose, c'est, est-ce qu'on en a besoin ? C'est la seule question qui soit utile. Est-ce qu'on a besoin de ça ? Est-ce que c'est ça le changement dont on a besoin ? On a déjà accès à l'Internet, on a déjà de l'électricité, on a déjà tout plein de choses qui nous permettent aujourd'hui de communiquer, de se projeter vers un avenir qui est déjà relativement stable, avec toutes les conneries qu'on a déjà fait, toute l'extermination qu'on a déjà qui s'est déjà opéré sur la biodiversité, sur la nature, sur cette planète dont on fait partie et qui ne nous appartient pas et qui n'est pas à notre service mais qui est entre nos mains. C'est l'être humain, c'est l'espèce humaine qui a cette planète entre ses mains. Ce ne sont pas les éléphants, ce ne sont pas les tigres. On a asservi toutes les autres espèces de vie à notre service. Maintenant, je n'ai rien contre le fait d'exploiter les ressources, mais il faut le faire de manière lucide, il faut le faire de manière sobre, en réalisant en fait que la véritable joie, le véritable bonheur et la paix à laquelle on aspire dans le monde ne peut provenir que si chaque individu, les désirs de chaque individu sont apaisés. Si on encourage l'avidité, si on encourage au travers d'une course effrénée vers le plus, certains individus qui en ont les moyens, on risque de se retrouver demain dans une société totalitariste, comme le dit Redouane. La technologie peut servir comme asservir. C'est ça le drame. George Orwell, avec son 1984, c'est pas le premier, j'ai oublié le nom d'un autre... Brave New World, j'ai oublié le nom de l'auteur. Mais tout ça, ce sont finalement, c'était des romans. Mais c'est un peu ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, avec Big Brother qui est en train de regarder tout ce qu'on fait. Moi je dis, écoutez, ok Google, lance de la musique. Je mets de la musique sur Spotify. C'est pratique, c'est génial, c'est marrant, on s'amuse, mais voilà, il ne faut pas que ça devienne dangereux. Ok Google, arrête la musique.
Donc c'est super pratique, c'est génial, ça nous facilite la vie, mais le problème c'est lorsque ça devient un vecteur d'asservissement. On ne veut pas de ça. On ne veut pas de ce monde-là dans lequel on vit au service d'un système économique qui manipule la vie, qui asservit l'humain, qui empêche les individus de devenir eux-mêmes. Et comme je l'ai dit, je le redis et je continuerai à le redire, ça commence dès l'école, où on met les gens en compétition les uns contre les autres. On ne veut pas de ce monde demain. Moi, je n'en veux pas. Et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir, à mon petit niveau, pour ne pas avoir ce genre de monde demain où on est au service de la technologie, où on est au service de l'intelligence artificielle, où on est au service d'une économie qui est complètement déshumanisée et qui est manipulée par des intérêts qui dépassent ceux des nations. Donc, dernier mot avant que je clôture ça, je vais juste relancer ma caméra là parce qu'on arrive à 30 minutes, comme je vous l'ai déjà expliqué, on est limité sur les caméras commerciales. Donc, je relance et je me relance. Le live d'hier était super chouette. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais c'est vraiment à voir parce qu'on est dans un monde où tout peut basculer dans une direction ou dans l'autre, donc soyons informés. Dernière chose dont je voulais vous parler, c'est cette histoire de vaccin. Le vaccin contre le coronavirus, le truc où on va être immunisé, etc. Si demain ce vaccin, j'avais commencé à en toucher un mot hier, j'étais pas sûr de vouloir aller dans cette direction, mais oui, je veux aller dans cette direction parce que c'est essentiel. On a la responsabilité, chacun, à partir de ce qu'on sait, à partir de ce qu'on connaît, de jouer notre rôle. Et donc, ce fameux vaccin dont on nous parle pourrait peut-être être la pire chose qui puisse nous arriver parce que, et c'est peut-être ce vers quoi on va, ça pourrait être l'occasion pour les gouvernements qui sont inféodés au système technocrates, des GAFA, des fameux GAFA, Google, Amazon, Facebook, Microsoft, des GAFAM même, on pourrait dire. Enfin, toutes ces grandes entreprises qui sont pour la plupart américaines, et j'adore les États-Unis, hein, vraiment, j'adore les gens aux États-Unis, l'état d'esprit américain. Le problème, ce sont les systèmes en fait qui deviennent vicieux au lieu d'être vertueux. Donc, ce vaccin qui pourrait nous être inoculé, pourrait être la manière pour les gouvernements, pour les entreprises, d'avoir un contrôle direct sur les individus. Et des restrictions qui pourraient être mises en place si on n'accepte pas de se faire vacciner. Si on n'accepte pas de se faire vacciner, par exemple, on ne pourra pas voyager. Ou on ne pourra pas se réunir avec des gens qui, eux, sont vaccinés. Donc, immunisés, en théorie. Et ces vaccins-là pourraient être l'occasion, donc, pour ceux qui ont intérêt à ce que le changement se fasse dans cette direction-là, d'être tracés en permanence. Aujourd'hui, on est tracé en permanence par nos mobiles. Google, d'ailleurs, comme le disait Déborah, est actuellement en train de transmettre les données concernant le déplacement des populations pendant le confinement, alors que normalement, ils ne sont pas censés faire ça. C'est-à-dire c'est censé être anonyme, sauf que là, ça devient personnel. Donc, il faut juste réaliser dans quel monde on est actuellement en train de vivre et vers lequel on pourrait aller. La situation est exceptionnelle, donc à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle, comme je vous parlais hier du Patriot Act avec les États-Unis depuis les années 2000, juste après le 11 septembre, juste après, à quelques semaines après, qui a été voté à la majorité au Sénat et adopté, il y a une personne qui a dit non, je refuse ce texte. Et donc le Patriot Act a été adopté pour protéger la sécurité des gens. Donc aujourd'hui, pour protéger notre sécurité, se protéger les uns les autres, on est confinés, pas de problème, c'est génial, on doit le faire, il faut respecter cette règle-là, c'est essentiel, je ne dirai jamais rien contre le confinement. Ceci dit, le post-confinement, c'est à ça qu'il faut réfléchir. On doit être intelligent. L'intelligence, c'est agir de la manière juste en fonction des circonstances. C'est pas s'inscrire dans un schéma dans lequel on est conditionné à réfléchir. C'est penser d'une manière qui est juste. Donc, après le confinement, on nous dira peut-être, bon, maintenant, si vous voulez, le vaccin est disponible, on a peur de rechuter, qu'il y ait des rechutes, donc il faut se faire vacciner. Ok, ça implique quoi? Ça impliquera peut-être, je ne dis pas que ça va être le cas, mais ça impliquera peut-être qu'il y ait un traçage avec ça, où on pourra juste nous scanner et avoir notre température, avoir peut-être ce qu'on a mangé, enfin, je ne sais pas, mais
tout est possible grâce à la technologie ou à cause de la technologie. Donc, il y a un truc qui m'alarme par rapport à ça, c'est que Bill Gates donc soutient directement l'OMS, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, la WHO, la World Health Organization, et tire ses fonds beaucoup, en grande partie de la Bill et Melinda Gates Foundation. Et il y a une plante qui s'appelle l'artémisia, qui permet de lutter contre le paludisme. Figurez-vous qu'il y a entre 500 000 et 1 million de gens qui meurent encore du paludisme aujourd'hui. On parle de la chloroquine, on en parle tellement, qui est donc un anti-palu puissant, mais pas vaccin, mais toute molécule, lorsqu'elle est utilisée à outrance, c'est d'ailleurs le drame de l'agriculture intensive telle qu'on la connaît, c'est que les pesticides les pesticides au fur et à mesure qu'ils sont utilisés, les insectes, etc., vont être immunisés. Donc c'est un peu la même chose avec cette chloroquine. Donc ils cherchent tout le temps des nouvelles solutions, des antipaludiens, etc. Et donc il y a cette artémisia, qui est une plante qui a d'excellentes vertus a priori naturellement, sans rien ajouter, sans rien enlever, grâce à l'ensemble de ce qui compose la plante, parce que ce qui se passe souvent dans l'industrie pharmaceutique, c'est que, vous savez comment ça fonctionne dans l'industrie pharmaceutique, ils vont dans des régions reculées, en Amazonie, en Afrique, et ils parlent avec les locaux, les marabouts, les chamans, les gens en fait qui sont, enfin c'est comme ça que ça s'est passé jusqu'à maintenant, les gens qui ont une certaine connaissance du vivant. Et ils voient comment est-ce qu'ils soignent ça avec ça. Ah ok, ça marche comme ça, donc ils prennent la plante, ils en retirent le principe actif, et le principe actif, ils le reproduisent chimiquement pour pouvoir le breveter. C'est ça la clé. Parce que le brevetage du vivant, c'est un truc qui a été pas mal discuté, polémique. En fonction des pays, c'est autorisé. En fonction d'autres, ça l'est pas. En Europe, c'est pas trop autorisé. Aux États-Unis, c'est beaucoup plus admis. Mais quand on crée une molécule de toute pièce, on peut la breveter. Il n'y a pas de problème. Et ensuite l'exploiter pendant 20 ans. Donc c'est le business, avant qu'on puisse en faire des génériques. C'est le business des industries pharmaceutiques. Et donc GSK, GlaxoSmithKline, qui est un des mastodontes de la Big Pharma mondiale, a développé un vaccin qui s'appelle Mosquirix. Mosquirix, qui est donc un vaccin contre le palu. Et donc l'OMS, du coup, parce qu'elle est directement au service de Bill Gates, je pense. Ça, ce ne sont que des suppositions de ma part, mais c'est en tout cas ce qui ressort de ce que je vois. A interdit l'artémisia et encourage au contraire ce vaccin, parce que le vaccin, il peut être vendu. Donc voilà, ce philanthrocapitalisme où on nous fait croire qu'on veut faire arriver l'Internet pour toute l'humanité, pour pouvoir soigner les gens dans les villages reculés, parce qu'on pourra faire des consultations médicales à distance, où on veut vacciner toute l'humanité en testant évidemment sur les gens qui n'ont aucune voix, donc les pauvres personnes en Afrique. C'est pas la première fois qu'on nous l'a fait celle-là, et aujourd'hui on a vraiment l'opportunité de changer le monde, parce que ce monde dans lequel on a vécu, il est arrivé au terme d'un modèle. On est aujourd'hui en effondrement accéléré. C'est une affaire de temps. Ce n'est qu'une affaire de temps. Le monde, je veux dire, la planète a tellement été exploitée. On a déjà supprimé 60% de la biodiversité. Je ne sais pas si vous réalisez, c'est dingue. Le CO2 qu'on a extrait de la Terre, on ne pourra plus y remettre. Il est dans l'atmosphère. Donc, on a déjà fait tellement de mal. Aujourd'hui, je pense qu'on a tout intérêt à aller dans une direction qui est celle de la sobriété et de la lucidité. Et ça ne tient qu'à chacun d'entre nous. Parce que ce changement, c'est à nous de l'incarner. C'est Gandhi qui disait You have to be the change that you want to see in the world, Mahatma Gandhi. Vous devez être le changement que vous voulez voir dans le monde. On doit effectivement, comme tu le dis Déborah, changer notre monde intérieur en explorant nos peurs, parce que c'est ça qui permettra de transformer le monde extérieur. Si on agit par peur, comme je le disais hier, vraiment s'il vous plaît regardez l'épisode d'hier, parce que c'est pire qu'un thriller, c'est vraiment. Il est en lien dans la bio Instagram qui est déjà en lien là, et puis sinon pour les autres sur YouTube et Facebook. On doit agir sans avoir peur des conséquences de nos actes.
Si on a peur des conséquences de nos actes, on ne mérite pas la liberté et le libre arbitre dont la nature nous a dotés. On a une responsabilité immense, mes amis, ma famille, en cette période, de prendre les bonnes décisions et de ne pas se laisser manipuler, de s'informer et de réfléchir chacun par nous-mêmes. Parce que demain, on nous vendra peut-être des trucs qui seront complètement liberticides et que si on n'est pas suffisamment droit dans nos bottes, qu'on ne sait pas pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on fait, on risque de faire des choses qui ne sont pas justes, mais on fera ces choses-là parce qu'on a peur des conséquences des bonnes actions, parce qu'on n'aura pas été suffisamment informé. Donc informons-nous, soyons responsables par rapport aux informations qu'on ingurgite, aux informations qu'on retransmet. Perdons pas notre temps, cette période est absolument merveilleuse. Regardez également l'épisode du J18 où je vous parlais de l'importance, non pas J16 pardon, J18 c'était l'éducation, je crois que c'était J16 de l'importance d'une PSQ. On a tout ce qu'il nous faut aujourd'hui en termes de temps, en termes de confort matériel, on a de la nourriture, on est à l'aise, il faut se renforcer, il faut vraiment se renforcer au niveau psychologique, au niveau émotionnel pour pas se laisser déborder par toutes les choses qui risquent de nous être balancées à la gueule, et au niveau physique, parce qu'un corps fort, c'est un système immunitaire fort. Une personne heureuse, c'est également un système immunitaire fort. Une personne claire par rapport à ce qu'elle doit faire, ce qu'elle ne doit pas faire, c'est également un système immunitaire fort. On ne va pas prendre de risques non essentiels. Donc voilà. Je vais lire rapidement les commentaires de chacun pour m'assurer que j'ai bien tout pris en compte. Oui, Manar, la planète se repose de nous, absolument. La vie n'a jamais été autant heureuse que depuis qu'on est confiné. L'univers est en expansion, macro-micro, l'humanité vise l'infini et l'au-delà. En fait, c'est même pas qu'on vise l'infini. Parce que, voilà, l'infini, si on l'appréhende comme étant quelque chose d'incrémental, donc on vise l'infini, je veux atteindre l'infini, on n'y arrivera pas. C'est comme si je me mettais à compter 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 1000, infini. On n'y arrivera pas. En fait, c'est pas qu'on veut arriver à l'infini. On veut être sans limite. C'est être qu'on veut. Sans limite. Aujourd'hui, on est limité par le confinement dans lequel on est, et ça commence à faire un peu étroit pour certains, et vraiment, il faut être fort, les gens. Vraiment, toutes les vidéos que j'ai fait avant, c'était pour, je sais pas, vous communiquer un petit peu d'éléments, d'outils, de méthodes, pour essayer d'être au mieux. Mais aujourd'hui, il faut qu'on regarde vers demain. Donc c'est pour ça que mes discours aujourd'hui vont être un petit peu plus orienté vers demain. Mais ce qu'on veut, en fait, c'est juste être sans limite. Et c'est une aspiration profonde. On a en fait deux besoins. Fondamentalement, la vie a deux besoins. Le premier, c'est celui de la sécurité, et le deuxième, c'est celui de grandir, de la croissance. Et nous, en tant qu'êtres humains, la croissance n'est pas que physique. Si elle était que physique, on ferait que manger, on deviendrait obèse. Elle n'est pas là, la croissance, ou bien au niveau des possessions matérielles. C'est pas plus on a, plus on est heureux. C'est plus on est, en fait. Et ce qu'on veut, c'est pas être plus, c'est être tout. C'est-à-dire être sans limite. Que ce que j'appelle moi, ce corps physique, ma perception de ce que je suis, en fait, explose et devienne une avec toute la création. C'est à ça qu'on aspire profondément. Et c'est pour ça qu'on va vers plus et plus et plus et plus. Mais ça ne marche pas. Je check les autres commentaires. On est bien à presque tout. On a presque tous les moyens de confort. Je ne sais pas ce qu'ils cherchent de plus. Effectivement, Manar, c'est vrai. Ce qu'ils cherchent, c'est le contrôle peut-être de quelque chose. Je ne sais pas non plus. Merci pour tes encouragements, Manar. On a fait le tour, je suis heureux d'être là avec vous tous les jours à 20h, ça va continuer tant qu'on sera confiné, et n'hésitez pas à m'envoyer vos idées, vos commentaires. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, s'il vous plaît, dites-le moi, ça m'intéresse. Il y a un mec là qui n'est pas d'accord avec moi sur l'épisode que j'avais fait sur l'eau, je crois que c'était J21, il n'est pas d'accord sur les études du professeur Matsumoro Emoto ou du professeur Jacques Benveniste. C'est normal de ne pas être d'accord. Si on était immédiatement d'accord, il n'y aurait pas besoin de communiquer. C'est normal d'avoir à communiquer, à s'échanger les informations, à trouver une manière de se comprendre. Donc moi ça m'intéresse beaucoup. Voilà, chers amis, chères familles, je vous remercie d'avoir encore été ici aujourd'hui.
Soyons forts, soyons intelligents et soyons certains que le changement est entre nos mains. C'est pas entre les mains de qui que ce soit. C'est moi, c'est toi, c'est chacun d'entre nous qui avons le pouvoir de faire changer ce monde dans la direction de ce qu'on devient. Donc devenons les meilleures versions de nous-mêmes. Et un big boom, bonne année! J'ai oublié de vous montrer le tagine avant d'arrêter le live, donc je vous le montre maintenant. Donc ça c'est un tagine préparé par Mariana. Après 6 journées de jeûne, elle a décidé de nous faire plaisir. Donc voilà. Bon appétit.